bienvenue ce matin à ce nouveau numéro des Petits Déj Pro, le 56e, dédié à l'hygiène numérique des indépendants et des TPE. Je suis Soufiane Kachla, directeur du tiers-lieu l'Eurobixco. On organise une fois par mois avec l'association Leret ces Petits Déj Pro où on fait venir un intervenant sur une thématique de gestion d'entreprise et un échange se poursuit par la suite avec les participants. Le format étant deux temps. Un premier temps avec les participants physiquement et le deuxième temps en live et en replay de manière dématérialisée. Je vais laisser la parole à Eric Emmanueli qui représente aujourd'hui à la place de Maxime l'association Leret. Il va dire 2-3 petits mots sur l'association, ensuite on pourra proposer la conférence et donner la parole à Gloria pour cette matinée. Bonjour à tous, donc Eric Emmanueli, vice-secrétaire de Leret. J'ai aussi une société de développement de logiciels avec de vrais salariés. Et effectivement, c'est le 56e petit déjeuner pro, une idée créée il y a presque plus de 4 ans, je pense. 5 ans. 5 ans maintenant. Et effectivement, tous les mois, on essaye de trouver de l'actualité qui intéresse les dirigeants et les directeurs et qui peuvent venir soit sur site, soit à distance. Donc je vous souhaite une bonne réunion. Juste, j'ajoute que Leret est effectivement une structure associative de chefs d'entreprise qui est positionnée sur l'Est tourangeau. Et aujourd'hui, on a plus de 50 entreprises qui font partie de Leret. Voilà. Donc, bonne réunion. Merci. Gloria, on te laisse te présenter Oui. La structure pour laquelle tu interviens et lancer cette conférence. Hop. Donc bonjour à tous et à toutes, je me présente, Gloria Wané, je suis Risk Manager. Risk Manager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que je gère des risques. Et justement, c'est mon travail au quotidien. Donc j'accompagne les entreprises dans justement la gestion de leurs risques cyber, l'identification, et une fois qu'on sait quels sont nos risques, qu'est-ce qu'on en fait pour se protéger. Ça, c'est mon quotidien. Et je travaille au sein du cabinet Strada, qui est un cabinet de conseil et d'expertise en sécurité globale. Comme je le disais à certains d'entre vous juste avant, on parle de sécurité globale et pas de cybersécurité, parce qu'on trouve que c'est un terme qui finalement a perdu tout son sens à force d'en parler, on a peur, ça génère de l'anxiété, alors que quand on parle de sécurité, c'est tout de suite beaucoup plus simple, beaucoup plus posé, on sait de quoi on parle et on sait où on va. Donc nous, on parle de sécurité. Parmi nos piliers, on a effectivement la cyber, parce que quand même, comme ça permet de se retrouver sur ce qu'on sait faire. La sûreté, qui est tout ce qui est sécurité physique, comment est-ce qu'on sécurise un bâtiment. La sécurité économique, finalement, quand je suis dirigeant, quelle est mon exposition numérique et quels sont les risques auxquels je suis soumis en tant que dirigeant. La résilience, une fois que j'ai eu un problème, une fois que j'ai eu un incident, comment est-ce que je fais pour continuer mon activité. Et on a également un pilier autour de l'IA et de la data, bien évidemment par rapport à l'actualité. On a beaucoup d'IA, on a beaucoup de données aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on les utilise en étant sécurisés. Et non, mettre toutes ces informations sur ChatGPT, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Mais on accompagne justement là-dessus. Et pour commencer, je voudrais d'abord qu'on brainstorm un petit peu ensemble sur la cybersécurité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et est-ce que c'est des choses qui vous font peur, qui vous semblent normales à traiter en tant que dirigeant? Donc, j'ai mis 3 définitions qui me semblent toutes vraies, mais j'avais envie qu'on échange dessus. La première, la cybersécurité, c'est l'art de protéger l'activité de l'entreprise contre les incidents numériques qui peuvent bloquer sa production, faire perdre des clients ou mettre sa réputation en danger. La deuxième, la cybersécurité, c'est la garantie donnée à vos clients, partenaires et investisseurs que leurs données sont entre de bonnes mains et que votre entreprise est fiable et digne de confiance. Ou encore, la cybersécurité, ce n'est pas qu'une affaire d'informaticien, c'est un investissement stratégique qui protège vos revenus, votre image et vos obligations légales, tout en permettant à votre entreprise de se développer sereinement. Ce n'est pas dit de la même manière, mais tout est vrai. Finalement, il faut vraiment voir la cybersécurité comme ce que c'est, en fait, comme le mot indique. C'est de la sécurité. Comment est-ce que je sécurise mon activité, mon business, mon entreprise? Ce n'est pas juste une question d'IT, de technologie, des informaticiens geeks à capuche, le cliché que je déteste sur effectivement la cyber. Non, c'est pas ça. C'est vraiment votre objectif à vous, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui génère du chiffre d'affaires. Comment est-ce que la cybersécurité peut vous accompagner là-dessus? Et c'est généralement comme ça que je commence mes accompagnements avec mes clients. La première question que je leur pose, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour faire de l'argent? Et à partir de là, on découle justement le plan d'action cyber à mettre en place.
Mais le point de départ, c'est bien votre objectif business et votre activité opérationnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Mais plutôt que de vous dérouler justement toutes les mesures que vous pourriez mettre en place, tout ce qu'on propose justement nous en cyber de mettre en place, je préfère vous proposer un exemple un petit peu plus vivant, qu'on puisse s'immerger dans une entreprise qui n'existe pas, enfin j'espère, j'ai pas vérifié, mais en théorie c'est une entreprise fictive, que j'ai appelée Webus Rapidus, qui est une agence web qui crée des sites web par magie. C'est une agence qui permet de donc créer des sites vitrines, des sites marchands, qui fait du référencement, de l'accompagnement client, de l'hébergement et de la maintenance pour les sites web, et également du design. Cette entreprise, elle est gérée par deux brillantes cofondatrices, Elodie qui va gérer toute la partie opérationnelle, et puis on a Claire qui va gérer toute la partie commerciale. Pour leur équipe, elles se sont entourées de Lucas, qui est le premier alternant, de Léana, qui est une stagiaire, et de Gabriel, qui est un deuxième alternant. Et comme elles ont beaucoup de business parce que c'est une agence qui fonctionne bien, elles font aussi appel à des prestataires externes de temps en temps. Et cette agence, donc Webus Rapidus, que j'appellerai WR parce que c'est trop long à dire, utilise plusieurs outils. Aujourd'hui, on a toute la suite Adobe pour créer du contenu, justement, pour faire leur site. Elles utilisent WordPress pour gérer justement et éditer les sites, OVH pour la partie hébergement des données, et Stripe pour permettre les paiements en ligne. C'est un outil qui permet de valider justement des paiements en ligne. Tout ça est utilisé avec les PC personnels des collaborateurs, parce qu'elles ont créé l'agence et allez vite, on avait tous un PC, on y va. Et bien évidemment, tout est géré sur Google Drive, parce que c'est facile, c'est rapide, c'est gratuit, on sait comment ça marche, on ne se pose pas de questions. Et ça fonctionne, donc pourquoi faire plus simple, plus compliqué, pardon. Elles ont quelques clients. Parmi ces clients, elles ont fait un site vitrine pour une boulangerie, donc elles font des belles photos avec toutes les créations des boulangers, un site de présentation d'une association étudiante, un site de location de vélos électriques. Elles ont également un site vitrine pour un service de traiteur événementiel et deux sites qu'elles ont fait pour deux cliniques différentes qui permettent de prendre des rendez-vous. Parmi ces clients, là, si je vous présente ça, à votre avis, quels sont les clients qui vont être les plus sensibles, sur lesquels il faudrait mettre peut-être un peu plus d'attention que les autres? Les cliniques, ouais. Pourquoi les cliniques? Notamment, ouais. Est-ce que vous voyez d'autres sites potentiellement plus sensibles? Et les vélos, ouais, pourquoi? Tout à fait. Donc à partir de là, quand on se dit ça, on sait déjà qu'on ne peut pas avoir le même fonctionnement pour tous nos clients, parce que déjà, on n'a pas les mêmes types de données. Alors, je ne dis pas que des photos de pain et de croissants, c'est moins sensible que des données de patients, parce que ce ne sera pas forcément le cas pour le boulanger. Mais dans les faits, effectivement, il faudra mettre plus de sécurité, plus de protection sur ces trois acteurs-là, ces trois clients-là, plutôt que les autres. Parce que là, on va être sur de la donnée qui va être finalement très simple, publique. Donc en fait, il n'y a pas de sujet finalement autour de la cyber. Contrairement effectivement au site de prise de rendez-vous pour une clinique. Donc on a tout de suite les données médicales, on a les numéros de sécurité sociale et des informations très sensibles finalement sur les clients. Donc elles vont traiter des données très sensibles pour ces deux clients-là. Et pour le site de location de vélo en ligne, effectivement, on va avoir les données de paiement, effectivement, qu'il faudra protéger. Une fois qu'on a dit ça, on va se plonger dans le quotidien justement de cette agence et réfléchir ensemble à qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas dans leur fonctionnement. Et donc là, on est lundi, 7h43, et on a Elodie qui reçoit un SMS de la part de son client en lui disant le site a complètement été modifié, les prix ne sont plus les bons, ni les produits, qu'est-ce qui se passe? Donc Elodie regarde, premier réflexe, elle va sur WordPress pour regarder justement ce qui s'est passé sur le site de son client, et elle voit qu'effectivement, il y a des modifications qui ont été faites. Et elle se rend compte elle se connecte avec les identifiants suivants. Donc elle a l'ID pour se connecter sur WordPress qui va être contact@lenonduclient.fr, adresse qu'on a tous sur notre site web, et le mot de passe qui est password 2020. Maintenant, par rapport à cette situation, quel est le problème selon vous? Est-ce que c'est parce que le mot de passe est trop long? Est-ce que c'est parce que le mot de passe est trop simple? Est-ce que c'est parce qu'OVH n'offre pas d'hébergement fiable ou est-ce que c'est parce que le stagiaire n'a pas vérifié la configuration? Ouais. Effectivement, quand on est sur un mot de passe password 2020, on est sur un mot de passe qui est très simple. Alors, aucun jugement si vous avez un mot de passe comme ça, bien évidemment. Mais ce type de mot de passe, on les déconseille justement parce qu'ils sont trop simples et parce qu'ils sont facilement trouvables par des attaquants. Aujourd'hui, on a des outils qui sont des sortes de robots qui permettent de tourner rapidement et de tester beaucoup de combinaisons de mots de passe, ce qu'on appelle du brute force.
Et en fait, le plus difficile pour usurper justement l'identité ou le compte de quelqu'un, c'est pas forcément de trouver le mot de passe, c'est de trouver l'identifiant. Parce que le mot de passe, s'il est trop simple, et bien justement, on teste plein de combinaisons avec soit des mots du dictionnaire, soit des mots qui sont en lien avec le secteur d'activité, des dates qui sont un peu clés pour la personne. À partir de là, le mot de passe, on peut le trouver rapidement avec un robot, et d'autant plus avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, typiquement, ce type de mot de passe, en 3 secondes, il est trouvé. Donc quand on a juste des lettres et des chiffres, ça prend quelques secondes pour que ce soit trouvé. Le plus difficile, c'est l'ID. Et donc si effectivement, pour se connecter sur la partie WordPress de son client, Elodie a utilisé l'adresse contact qui en fait tout le monde peut trouver rapidement finalement sur Internet, et bien une fois qu'on a l'ID, on peut se connecter et malheureusement, quelqu'un a utilisé les identifiants pour se connecter et faire des modifications pour embêter le client qui avait en face. Donc par rapport à ça, toujours se rappeler d'avoir un mot de passe suffisamment robuste. Donc les chiffres, c'est bien, les lettres, c'est bien, majuscules, minuscules. Et s'il est long, c'est mieux. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas vous amuser à avoir un mot de passe de 20 caractères. Donc pour ça, on a aussi des coffres-forts de mots de passe qui vous permettent d'avoir directement tous vos mots de passe au même endroit. Vous avez juste à vous souvenir de la clé, qui est un seul et unique mot de passe. Ensuite, vous assurez que vous avez bien un mot de passe qui est différent pour chaque client, parce que l'attaquant qui a trouvé justement le mot de passe pour ce client-là, il pourrait se dire, bon, je vais aller voir sur les autres clients de l'agence et puis essayer de retenter le mot de passe, peut-être que ça marcherait. Et si ça marche, malheureusement, vous avez tous vos clients qui sont dans la même galère. Vérifiez de temps en temps les journaux d'événements, donc les logs, regardez sur vos outils, est-ce que vous avez des connexions qui ne sont pas les vôtres en fait, est-ce que vous avez des activités ou des actions qui sont un petit peu étranges. Vous pouvez voir ça dans les outils que vous utilisez au quotidien, quelque part où ça s'appellerait journaux d'événements ou log, où là vous pouvez voir justement est-ce que quelqu'un s'est connecté à une heure où vous ne travaillez pas habituellement, ou est-ce que quelqu'un s'est connecté à un endroit où vous ne travaillez pas. Ce qui veut potentiellement dire que quelqu'un a trouvé votre mot de passe, et donc le meilleur moyen à ce moment-là, c'est de changer son mot de passe pour se protéger et fermer la porte, tout simplement. Donc on est sur un lundi qui commence assez mal. Ensuite, 10h12, Claire, donc la partie commerciale, reçoit un appel d'un client qui lui dit je vais continuer à travailler avec un prestataire qui m'a proposé de faire la même chose que vous, mais en moins cher. Du coup, je règle ma dernière facture et on s'arrête là. Et là, Claire, elle se dit, c'est bizarre, le prestataire, oui, on a fait appel à lui, mais pour un autre client, pas ce client-là. Donc comment est-ce qu'il a pu avoir le contact et surtout le prix qui a été vendu à ce client-là? Donc elle demande à Lucas, l'alternant, de creuser un petit peu le sujet, et Lucas se rend compte que quand ils ont fait appel à ce prestataire-là, il a ouvert l'accès à tout l'espace Drive sur le Google et pas seulement les données du client en question. À partir de là, à votre avis, quelle est la bonne chose à faire pour éviter que ce genre de choses arrive? Est-ce que ce serait de ne plus faire appel à des freelances? Est-ce que ce serait de donner uniquement les accès nécessaires à la mission? Est-ce que ce serait de tout mettre dans un seul drive partagé? Ou est-ce que ce serait de demander aux alternants de transmettre tous les mots de passe? Pour rappel, vous avez votre prestataire qui en fait avait accès à tout l'espace Drive alors qu'il avait besoin juste d'avoir accès à un seul dossier puisqu'il était missionné pour un seul client. Oui. Tout à fait, oui. Les freelances, c'est bien, parce que si vous avez trop d'activités, ce que je vous souhaite, effectivement, pouvoir déléguer et externaliser, c'est super. Mais attention, vos prestataires d'aujourd'hui sont potentiellement vos concurrents de demain. Donc, un prestataire qui a accès à toutes vos données, toute votre base client, tout votre CRM finalement, même si là, le CRM est sur Drive, il ne va pas se priver, en fait. Il ne va pas se priver, il va faire de la concurrence déloyale. Ou, si vous n'êtes pas protégé contractuellement parlant, effectivement, il n'y a rien qui les en empêche. Donc, limitez les risques en protégeant vos données clients. Limitez les accès au plus simple, au plus nécessaire par rapport aux personnes qui ont des accès. La journée continue, 15h27. On a le site de serveur traiteur qui appelle furieux parce que les clients ne peuvent pas réserver, le site est complètement bloqué. Plus rien ne fonctionne. Alors Lucas, l'alternant, qui regarde et qui constate que finalement, il y a une maintenance côté WordPress qui rend tous les sites indisponibles. Ça peut arriver. Et donc, il vérifie dans le contrat et il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas spécifié que WordPress doit les prévenir ou proposer une solution de backup s'ils font des interventions de maintenance. Et dans ce cas-là, selon vous, quel est le principal problème? Est-ce que c'est parce que le SaaS ne fournit pas de politique d'assurance? Est-ce que c'est parce que le contrat n'inclut pas de support ni de réponse à incident? Est-ce que c'est parce que les alternants n'ont pas été formés? Ou est-ce que c'est parce que le client a demandé trop d'informations, trop de corrections, pardon? Oui, tout à fait. C'est le contrat. Les contrats, ce ne sont que des bouts de papier, oui, mais
ça permet quand même de protéger dans certaines situations. Donc toujours veiller effectivement à avoir des cas de figure tous les cas de figure soient contractualisés, parce que le jour où ça arrive, si vous n'êtes pas couvert d'un point de vue contrat, ça devient compliqué. Et pour être en train de le faire en ce moment, c'est très compliqué de revenir en arrière une fois que le contrat a été signé. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Réfléchissez avant de contractualiser justement avec un prestataire, avec un fournisseur, pour savoir finalement de quoi est-ce que j'ai besoin par rapport à ce prestataire ou ce fournisseur. Qu'est-ce qu'il faut que j'inscrive dans mon contrat, d'un point de vue cyber, mais aussi d'un point de vue continuité. Typiquement, WordPress, ça arrive qu'il fasse effectivement des mises à jour et que certains sites soient indisponibles. Normalement, ils préviennent bien évidemment. Mais ça vaut le coup toujours de vérifier et de s'assurer que si le site est indisponible, je sais que je vais avoir une solution de backup, que mes clients vont pouvoir continuer à travailler, à faire du chiffre d'affaires, que si j'ai une maintenance, je vais être prévenu. Je vais pouvoir m'organiser justement par rapport à ça. Que s'il y a un incident côté WordPress qui peut arriver aussi, si demain WordPress a une cyberattaque, c'est la majeure partie des sites dans le monde qui vont tomber. Comment est-ce qu'on fait nous pour se protéger en tant que client? Tout ça, ça doit être contractualisé. Et tout ça, ça se fait avant, bien évidemment, de prendre le contrat. Donc, il vaut prévenir que guérir. Toujours lundi, 18h46, on a Claire qui travaille dans le train et qui profite justement pour valider des paiements sur Stripe. Donc elle se connecte avec le Wi-Fi public parce que ça ne capte pas très bien avec son téléphone, donc Wi-Fi public. Et puis quelques minutes plus tard, elle se retrouve déconnectée tout d'un coup de son compte. Donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Et puis ensuite, elle reçoit une demande sur son téléphone qui lui demande de rentrer le code comme si elle avait essayé de se reconnecter. Et donc là, elle regarde de plus près et elle constate qu'en fait, elle n'était pas connectée sur le Wi-Fi de la SNCF, mais sur un autre Wi-Fi. Et elle n'avait pas fait attention. Dans cette situation-là, selon vous, quel est le principal problème? Est-ce que c'est parce que Claire a oublié son chargeur? Est-ce que c'est parce qu'elle s'est connectée à un Wi-Fi public sans protection? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas utilisé InDesign? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a utilisé son téléphone personnel? Ouais. Alors, le sujet du Wi-Fi, toujours un petit peu compliqué. Les Wi-Fi publics, c'est pas mal, de manière générale. Le sujet autour de ça, c'est qu'en fait, on ne sait jamais qui est derrière. Quand on se connecte sur un Wi-Fi public, on choisit un nom dans une liste justement de Wi-Fi qui sont disponibles. Mais c'est qu'un nom. Et en fait, quand on est attaquant et qu'on a envie de mettre à disposition des faux Wi-Fi, c'est possible. Et c'est une attaque qui est aussi très prisée par les attaquants. Généralement, ils se mettent dans les gares, ils se mettent dans les trains, ils font des faux Wi-Fi qui ont à peu près le même nom que le Wi-Fi SNCF. On ne fait pas attention, on se connecte. Et en fait, on n'est pas sur le vrai Wi-Fi de la SNCF, on est sur le faux Wi-Fi qui est poussé par cet attaquant. Et ce qui se passe quand on est connecté sur un faux Wi-Fi, c'est qu'en fait, la personne peut récupérer toutes les données qui transitent sur ce Wi-Fi. Donc typiquement, vous êtes connecté sur Internet avec ce faux Wi-Fi, ou vous connectez sur votre site Stripe, typiquement, ou votre site de paiement, votre site de banque en ligne, par exemple, l'attaquant peut récupérer vos identifiants et récupérer votre mot de passe. Et ensuite, les réutiliser pour se connecter à votre place et usurper votre identité. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Claire s'est connectée sur un faux Wi-Fi. Elle était du coup sur le Wi-Fi d'un attaquant qui a vu ses identifiants Stripe passer, qui l'a déconnecté et qui a essayé de se reconnecter. Mais heureusement, il y avait du coup une double authentification qui était mise en place. Donc c'est pour ça qu'elle a reçu un code sur son téléphone, ce qui a bloqué l'attaque de l'attaquant finalement, puisqu'il lui manquait le fameux code qu'elle a reçu sur ton téléphone pour pouvoir se connecter. Et ça a permis de bloquer l'attaque. Et c'est aussi à ça que sert la double authentification. C'est beaucoup plus lourd, oui. C'est beaucoup plus long quand on a envie de se connecter et surtout à plusieurs services et qu'en fait on a de la double authent sur tous les services. Ça devient très laborieux, mais ça sert à ça en fait. Ça sert à bloquer justement, si on a notre mot de passe qui a été corrompu, qui a été trouvé par quelqu'un, au moins on a le téléphone qui protège. Parce que pour se connecter, ça veut dire qu'il faut et avoir le mot de passe et avoir le téléphone lié. C'est pénible, mais ça sert à ça. Cette journée se termine enfin et on passe à mardi. Mardi, 11h07, on a la directrice de l'une des cliniques qui appelle Léana, donc la stagiaire, en lui disant « mais je viens de tomber sur un site qui ressemble beaucoup au nôtre, et sauf qu'il affiche toutes les données de mes clients, de mes patients du coup. Je ne comprends pas, rassurez-moi, est-ce que ce n'est pas une erreur de votre part ?» Donc là, Léana vérifie le site en question, et elle constate que les données des patients sont effectivement affichées sur ce site. Et là, elle vérifie avec Gabriel, l'autre alternant, et elle comprend qu'en fait, c'était un site de test qui n'a jamais été supprimé. Donc, quand ils ont créé le site pour la clinique, ils avaient fait un site de test pour faire des petits tests comme ça. Et en fait, après avoir livré le site final, ils n'ont pas supprimé le site de test. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place dans ce genre de situation? Est-ce que ce serait de supprimer ou d'archiver les anciennes versions après une livraison finale au client? Est-ce que ce serait de confier tous les accès à un seul freelance? Est-ce que ce serait de garder toutes les anciennes versions pour mémoire? Ou est-ce que ce serait d'ignorer le problème tant qu'aucun client ne se plaint pas? Si on ne sait pas, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait.
2 points sur cette situation-là. Vous avez effectivement un site de test, vous avez effectivement besoin de faire des tests. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais pas de données clients sur des sites de test. Parce qu'effectivement, on peut déjà oublier. Ça peut arriver d'oublier de supprimer et de garder des anciennes versions. Et généralement, les parties tests sont moins sécurisées que les parties officielles, les parties de production. Donc effectivement, dans le doute, autant utiliser un jeu de données qui est fictif. Comme ça, on ne se pose pas de questions. Et effectivement, si on a oublié d'effacer, c'est pas grave, il n'y a pas de vraies données derrière. Et ensuite, en termes de bonnes pratiques, c'est toujours bien effectivement de tout nettoyer à la fin d'un projet. On enlève toutes les données qu'on a pu utiliser tout au long du projet et on supprime les données qui ont pu être utilisées. En sachant que pour vous, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, les données de vos clients sont extrêmement précieuses et vous en êtes le garant. C'est pas anodin d'avoir des noms, c'est pas anodin d'avoir des adresses, c'est pas anodin d'avoir des adresses mail. Parce qu'aujourd'hui, et on le vit tous malheureusement avec les nombreuses sollicitations qu'on a de téléphones, de panneaux solaires et j'en passe, tout ça, ça vient aussi du fait que nos données n'ont pas été protégées par quelqu'un à un moment. Et donc quand on se retrouve à être appelé 4-5 fois pour installer des panneaux solaires chez soi, c'est parce qu'en fait notre numéro il est quelque part. Et finalement, et aussi quand vous faites le test, c'est toujours intéressant de voir le nombre d'informations que ces personnes ont sur nous, parce que finalement ils savent où on habite, ils savent notre nom ou notre prénom généralement, et effectivement ils ont notre nom de famille. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que tout le monde reçoit ce type d'appel-là. Oui. Qui est protégé, qui ne les reçoit pas, qui arrive à s'en protéger, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, une fois que la donnée est sortie, c'est trop tard. En fait, c'est trop tard et aujourd'hui, on est tous, on est malheureusement tous concernés, sur des bases de données qui circulent comme ça sur Internet et puis ensuite elles sont rachetées par des personnes qui en profitent pour nous appeler avec insistance. Et ça marche pour certaines personnes, ça marche pour des personnes âgées, ça marche pour des personnes qui ne sont pas sensibles justement à ce type de problématiques. Et effectivement, on a quelqu'un qui appelle une personne âgée en lui disant je vais installer un panneau solaire, signez-moi, faites-moi le virement avant que je passe. Malheureusement, il y a certaines personnes qui tombent dans le panneau. À partir de là, c'est trop tard. Sauf qu'une personne, ça suffit pour que tout ce système soit lucratif. Donc effectivement, les données, c'est pas anodin, parce que ça génère ce genre de choses. Je parle des appels, mais on a aussi les SMS et les mails aussi qu'on reçoit. Tout ça vient du fait qu'à un moment ou à un autre, il y a des personnes qui n'ont pas protégé nos données. Et on est tous garants justement de cette protection-là. Et donc ça passe notamment par sécuriser vos méthodologies de travail, parce que typiquement avoir un ancien site, j'en ai déjà vu, j'ai déjà eu des clients comme ça, avoir des données qui se transitent sur des sites qu'on a oubliés, qu'on n'a pas nettoyés, ça arrive, et une fois qu'on a l'information, c'est trop tard. Donc protéger les données. Toujours mardi, 16h42. On a Elodie qui reçoit donc un mail d'un client en lui disant « mais notre site a été énormément ralenti tout l'après-midi, est-ce que c'est un bug, est-ce que c'est une attaque ou est-ce que c'est un problème serveur? Expliquez-nous ce qui se passe. » Et donc là, Elodie, elle vérifie sur WordPress pour voir s'il y a un sujet à ce niveau-là, rien à signaler. Elle regarde côté OVH, peut-être que c'est côté hébergement des données qu'il y a un sujet. Et en fait, elle se rend compte que là, les logs ou les journaux d'événements sont complètement vides, il n'y a pas d'informations. Et en réfléchissant, elle se rappelle que quand elles ont créé le site pour ce client-là, elles n'avaient pas activé l'option de journalisation. Du coup, en fait, elles n'ont pas d'informations pour savoir ce qui se passe. Selon vous, quel est le principal problème dans cette situation? Est-ce que c'est parce que le serveur a trop de mémoire? Est-ce que c'est parce que les logs ne sont pas activés et donc on n'a aucune trace des événements? Est-ce que c'est parce qu'OVH a changé son interface? Ou est-ce que c'est parce que les alternants n'ont pas redémarré le site? Toujours la faute des alternants. Oui, tout à fait. Les logs ne sont pas activés. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quand nous, on a une cyberattaque, quand on a des personnes qui nous appellent en nous disant « on ne sait pas ce qui se passe, probablement on s'est fait cyberattaquer », la première chose qu'on fait, c'est qu'on investigue. On enquête pour comprendre ce qui se passe. Et notre premier élément pour pouvoir enquêter, c'est de regarder les logs ou les journaux d'événements. Donc ça va être toutes les actions que vous avez faites sur votre système, sur vos données, qui vont être enregistrées avec la date, l'heure, qui a fait quoi et à quel moment. Et nous, ça nous permet de savoir justement ce qui s'est passé. Sauf que si vous n'activez pas cette option, qui n'est pas toujours activée par défaut, finalement, nous, derrière, on ne peut pas regarder, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Et même vous, quand vous cherchez à comprendre, typiquement dans l'une des situations qu'on avait où elle avait vu qu'effectivement, il y avait une connexion qui avait été faite sur WordPress par quelqu'un qui avait usurpé son identité, si on n'a pas l'information, on ne sait pas. Et à partir du moment où on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas corriger le problème. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a retrouvé votre mot de passe? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a réussi à rentrer dans le système? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une faille aussi? Ça peut arriver.
sur le système et du coup quelqu'un a réussi à rentrer. Tout ça, on a besoin de le savoir, on a besoin d'avoir des éléments. Parce que c'est comme dans une enquête judiciaire, finalement, on a besoin d'indices, on a besoin de preuves pour pouvoir avancer. Et donc si on n'a pas tout ça, ça devient très compliqué de pouvoir investiguer et ensuite mettre en place la meilleure des solutions. Donc toujours vérifier que vous avez bien des logs, que vous avez bien toutes les informations qui sont tracées. Ça permettra après de corriger des soucis si vous en avez. Ce que je ne vous souhaite pas. Parce que jusque-là, tout va bien. Ça vous parle. Très bien. Le mardi se termine enfin. On est mercredi. 14h18, Léana qui appelle Elodie en lui disant mon PC il rame complètement, j'ai branché une clé USB d'un client et puis en fait je crois que le fichier il était vérolé. Donc, quelques minutes plus tard, elle constate que tous les fichiers sur son ordinateur ont complètement disparu. Parce qu'en effet, son ordinateur n'a pas d'antivirus. Quelle serait la meilleure des choses à faire pour corriger cette situation? Est-ce que ce serait d'installer systématiquement des antivirus pour tous les collaborateurs? Est-ce que ce serait de ne plus donner de PC aux stagiaires? Est-ce que ce serait de supprimer toutes les données USB, toutes les clés USB de l'agence? Ou est-ce que ce serait de forcer le stagiaire à travailler sur son téléphone? La première. Tout à fait. Les antivirus, c'est ce qui va vous protéger et vous notifier si vous avez un fichier malveillant sur votre ordinateur. Ça peut arriver malheureusement de recevoir un mail avec une pièce jointe qui est corrompue ou qui est vérolée. Ça peut arriver aussi de télécharger un document et en fait il y a un virus dedans. Ça peut arriver. Mais l'antivirus, justement, sert à ça. Ça va être votre barrière pour vous dire attention, dans votre ordinateur, il se passe quelque chose d'anormal. Sauf que pour que ce soit correctement fonctionnel, il faut que l'antivirus soit toujours à jour. Donc vous avez besoin d'avoir et un antivirus et en plus de le mettre à jour régulièrement. Parce qu'en fait, l'antivirus, comment est-ce qu'il va fonctionner? C'est tout simple, hein, c'est une base de données finalement dans laquelle vous avez tout un type d'attaque, tout un type de fichiers ou de virus qui ont une signature, qui ont une sorte d'empreinte justement numérique. Et l'antivirus va vérifier tous les fichiers, tout ce qui se passe sur votre ordinateur par rapport à cette liste d'empreintes. Et donc la liste est mise à jour régulièrement parce que malheureusement, ils sont très productifs sur ce niveau-là, les attaquants, et donc il y a toujours de nouveaux virus qui sortent. Et donc les mises à jour servent à ça, à mettre à jour justement, pour s'assurer qu'on ait toujours le maximum de vision sur ce qui se passe en ce moment. Donc si votre antivirus n'est pas à jour, c'est comme si vous n'aviez pas d'antivirus. Donc vraiment avoir ce bouclier, c'est hyper important parce qu'encore une fois, ça vous protège sur le bon fonctionnement de votre ordinateur. Demain, si vous avez un virus sur votre PC, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer ce qui s'est passé là, avoir vos données qui sont supprimées. Ça peut aussi bloquer votre ordinateur complètement et dans ces cas-là, vous ne pouvez plus travailler. Enfin voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Donc l'antivirus, c'est important. Et vous en avez plusieurs, des gratuits, des payants. Oui, on se pose souvent la question, qu'est-ce qui fait qu'un antivirus payant est mieux ou moins bien qu'un antivirus gratuit? En fait, ça ne change rien. La liste derrière est la même. Le sujet sur les antivirus payants, c'est juste que vous avez des options qui en fait servent à rien, grosso modo. L'antivirus gratuit fait largement le travail. En tout cas pour un démarrage. Après, si vous avez des données complexes ou un ordinateur avec un sujet plus compliqué qu'un autre, là, effectivement, vous pouvez penser à aller sur un antivirus payant, mais l'antivirus gratuit fera largement le job. Ensuite, 16h54, on a Lucas qui ouvre un mail qui s'appelle « Facture OVH urgent ». Du coup, il hésite à cliquer parce que forcément, si c'est une facture et que c'est urgent, on a envie de régler le sujet tout de suite. Il vérifie avec Claire et il se rend compte qu'il a bien fait de ne pas cliquer parce que les factures OVH ne sont jamais envoyées par mail et certainement pas à lui. Je rappelle, Lucas est un alternant. Il a bien fait d'être suspicieux parce que dans ce cas-là, c'était effectivement pas une vraie facture. Mais du coup, qui a pu lui envoyer ce mail-là? Selon vous, dans cette situation, quelle est la meilleure mesure à mettre en place? Est-ce que ce serait de former les utilisateurs au phishing? Est-ce que ce serait de supprimer tous les mails des fournisseurs? Est-ce que ce serait de ne pas utiliser Drive du tout? Ou est-ce que ce serait de ne plus recruter d'alternants? Toujours la faute des alternants. Oui, tout à fait. Le phishing, c'est cette attaque qui est malheureusement très efficace, où on reçoit un mail qui est complètement frauduleux, où on nous dit attention, il faut payer moins vite, ou reconnectez-vous sur ce système, vous avez été déconnecté, il y a eu un problème, alors qu'en fait pas du tout.
Ce sont des mails qui sont envoyés effectivement par des attaquants qui vont jouer sur la vigilance, sur le sentiment d'urgence. On est toujours dans le rush, on est toujours pressé. Donc forcément, si on reçoit un mail en nous disant « attention, il faut payer cette facture maintenant, sinon vos services sont coupés », généralement, on ne se pose pas trop de questions, on paye parce qu'on a peur. Mais malheureusement, parfois, c'est pas vrai. Donc dans le doute, on ne clique pas. Mais toujours se dire, est-ce que ce mail est légitime? Est-ce que c'est normal que je reçoive cette information? Est-ce que c'est normal que je la reçoive via un canal mail aussi? Et puis, est-ce que ça arrive vraiment de recevoir un mail d'urgence, de relance comme ça, de la part d'un fournisseur, alors qu'en fait on n'en a jamais eu, qu'on est dans les temps pour payer? Enfin, il faut aussi toujours prendre du recul, faire un pas de côté et se dire, bon, j'entends l'information que j'ai en face de moi, mais je vais quand même prendre un petit temps avant d'agir dans la précipitation. Et pareil, les attaques de phishing, c'est exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au téléphone. C'est aussi parce qu'on a nos adresses mail qui n'ont pas été protégées à un moment ou à un autre par d'autres acteurs, ce qui fait que nos adresses mail se retrouvent dans des listes malheureusement de diffusion comme ça, qui sont utilisées par les attaquants pour pouvoir nous attaquer et nous cibler justement. Et ça marche vraiment. J'ai déjà eu des clients qui ont perdu énormément d'argent comme ça avec effectivement des collaborateurs qui ont cliqué parce qu'ils ont eu peur et qu'ils ne sont pas posé de questions, sauf qu'après, une fois qu'on clique, c'est trop tard. Oui, dis-moi. Ouais, c'est ça. Oui. Malheureusement, il faut savoir d'où vient la fuite. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Aujourd'hui, on est tellement, on s'en rend pas toujours compte, mais on est tellement exposé en fait avec tous les services qu'on utilise. On s'enregistre avec notre adresse mail. Et puis en fait, aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de dire avec ton adresse mail principale sur quoi est-ce que tu es inscrite? C'est compliqué. C'est très très compliqué. Ouais. C'est très très compliqué. Et... Oui. Ce qu'on préconise souvent, si je peux revenir sur la slide juste avant, c'est de regarder le mail d'envoi. Enfin, moi, j'aurais plutôt confiance à ça par ovh.com. Je me dis, c'est peut-être oui. la bonne adresse. Alors, souvent, on a truc oui, il y a une lettre en plus, ou effectivement, ouais. Et là, celle-ci... Alors, il faut savoir que, bon, effectivement, sur l'image, j'aurais hésité, moi, quand même. Il faut savoir qu'on peut changer, il y a des outils qui permettent de changer l'adresse mail qui s'affiche quand on reçoit un mail. Ouais. Donc, après, ça dépend du support sur lequel tu ouvres le mail, mais par exemple, sur téléphone, on peut recevoir des mails avec un nom qui est différent de l'adresse mail d'envoi. Donc, effectivement, il faut aller vérifier, il faut cliquer, ça prend du temps. Ça demande de faire l'effort de vérifier, il y a une petite flèche, généralement, à droite du nom de l'adresse mail, où on peut voir la vraie adresse mail qui a envoyé le mail. Ça demande un peu plus d'effort, mais effectivement, il faut le faire. Et quand on a un doute, oui, il vaut mieux prendre le temps, mais quand on te dit faut payer vite OVH, sinon tous tes sites de clients tombent, quand tu es une agence web, c'est compliqué. Donc, il faut prendre le temps et en même temps, il faut avoir du courage aussi. Alors, par rapport à l'adresse mail aussi, il faut savoir le distinguo entre l'activité perso et pro, des fois on mélange aussi. Les gens, on utilise l'adresse pro pour ouais. les inscriptions à des listes perso et du coup, notre mail se retrouve dans des fichiers, dans des bases qui sont revendues. Tout à fait. Tout à fait. Alors, juste quand même pour compléter un peu ce qui vient d'être expliqué, quand vous recevez ce genre de message, on va parler d'abord ordinateur. Si vous êtes sur un ordinateur, il faut regarder les liens en survolant le mail avec la souris pour s'assurer en fait les liens que vous êtes susceptibles de cliquer, vers quoi ils vous renvoient. Et déjà ça vous donne une bonne indication parce que autant effectivement sur l'adresse, sur le from, puisque ce qu'on voit affiché là c'est de qui ça vient en fait, on peut changer le nom et mettre ce qui est mis là. Mais par contre, sur les liens, on va voir que ça nous redirige vers des choses plus ou moins frauduleuses. Il faut faire beaucoup attention en ce moment sur ce genre de sujet, toujours sur les liens, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont créé des sites avec des noms de domaine qui sont très proches de sites existants. Donc, il suffit qu'ils inversent une lettre, etc. Si vous regardez trop précisément, vous risquez d'être pris. Ensuite, si vous cliquez, en général, ça va vous demander vos codes et vos mots de passe. Donc quand vous êtes sur une situation comme ça, il ne faut surtout pas mettre vos codes et vos mots de passe. Ce n'est pas normal. D'accord? Qu'on vous redemande. On vous dit votre mot de passe a changé ou des choses comme ça. Ça peut être. Donc ça, c'est pour l'aspect usage. Ensuite, pour répondre à votre question,
sur les systèmes de messagerie, en fonction de votre fournisseur de messagerie, vous pouvez avoir des options qui peuvent être payantes de mettre en place des anti-phishing, en fait. D'accord? Et du coup, il y a des solutions. C'est souvent, ce qu'il faut bien penser, à tout ce qui est gratuit ne sécurise pas au maximum. D'accord? Donc, il faut aller regarder sur ces offres de services si vous pouvez activer un anti-phishing qui fera qu'automatiquement, ce genre de mail va tomber en ce qu'on appelle en spam. En fait. D'accord? Voilà. Après, vous avez des solutions plus professionnelles où vous pouvez mettre en place votre propre système de messagerie, mais ça a un coût beaucoup plus important et ça demande de l'outillage. D'accord ? Ils sont en train de travailler, pour finir, à une fiabilisation encore plus importante pour éviter le from, l'usurpation du from. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore actif de partout. Ouais. Et donc, du coup, ce genre de mail continue à circuler. Dernier point que j'ajoute, n'ouvrez jamais ce genre de mail depuis votre téléphone, puisque le système de protection avec la souris, vous ne l'avez pas, vous cliquez avec votre doigt. Et donc vous ne pouvez pas voir si les liens vous envoient vers des sites frauduleux ou vers des sites réels. Donc sur les aspects protection, pour résumer, effectivement, il n'y a aucune raison qu'on reçoive un mail d'urgence à faire quelque chose. Ça c'est le premier point, c'est ce que vous avez décrit. Et ensuite, on peut se faire avoir, avec l'IA, les gens font de plus en plus de mails frauduleux très plausibles en fait. Donc il faut bien faire attention avec ce que je vous expliquais sur les liens, etc. Et en prévention, activer éventuellement un anti-phishing au niveau de votre fournisseur d'accès, s'il en propose un. Après, au-delà des solutions payantes, il y a des mécanismes gratuits. C'est des clics des marques, tout à fait. Qu'on peut mettre en place sur les systèmes. Alors après, voilà, vous avez ce genre de choses. Gratuits qui permettent déjà de première barrière pour, on va dire, sécuriser le nom de domaine. Qui fait effectivement le fait que la personne, l'émetteur du mail, doit valider la transmission à votre mail. Voilà. Et du coup, par rapport à ta question, est-ce qu'on peut se retourner justement une fois qu'on sait que notre adresse mail a été futée ? C'est compliqué. Alors, malheureusement, il y a de plus en plus de cyberattaques en France et beaucoup d'acteurs qui sont ciblés. On a vu avec Free dernièrement, avec Bouygues, etc. Et donc, quand toi, tu reçois un mail de la part d'un acteur qui te dit « bon, attention, effectivement, les données ont fuité », là, déjà, tu as l'information, donc tu sais vers qui te retourner. Et après, je t'en prie, porte plainte contre Free. C'est compliqué. C'est compliqué parce que toi, en tant que cliente, tu n'as pas les preuves pour savoir qu'effectivement, ils ont bien fauté quelque part. Alors, eux, ils les ont, mais toi, en tant que cliente, tu ne les as pas. Ça me paraît être une procédure compliquée à lancer. On devrait pouvoir. Et justement, on travaille de plus en plus, notamment avec le RGPD, pour qu'on puisse avoir plus la maîtrise de nos données. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même très théorique. Il faudrait qu'on arrive à ce stade où, effectivement, en fait, vous avez fuité mes données, c'est pas possible, quoi. Un jour, je l'espère. Demander leur liste d'alternants. Ça doit être ça. Hop. Et donc, effectivement, vérifier les liens avant de cliquer. Et ce que je répète aussi très souvent à mes clients, l'urgence n'existe pas. À part aux urgences, du coup. Donc, mais à part ça, si on a une facture qui n'a pas été payée, effectivement, on aura une relance, mais au pire, on en aura une autre, en fait. Donc, dans le doute, encore une fois, on ne clique pas et puis on prend un pas de côté avant d'agir. Pour la petite anecdote, j'ai déjà eu on fait souvent des campagnes de phishing dans les entreprises pour tester justement la réactivité et la sensibilité des collaborateurs. Et on en avait fait une où on avait envoyé un mail en disant que les collaborateurs gagnaient un panier de chocolat. C'était au niveau de Pâques. Donc les personnes se disaient, voilà, tu as gagné un panier de chocolat, clique pour te connecter. Et bien il y a des gens qui ont cliqué pour se connecter pour récupérer leur panier de chocolat. Donc c'est ça. Donc ça fonctionne vraiment bien. Toujours mercredi, 17h23. On a un client qui envoie un mail agacé à Claire en disant « mais je ne comprends pas, j'ai déjà payé ma facture, vous me faites des relances, mais en fait j'ai payé, regardez le justificatif ». Et là donc Claire regarde la facture que lui renvoie le client et elle constate avec effroi qu'il ne s'agit pas d'une facture émise par WR, mais une facture autre qui effectivement imite la charte et puis la tête de WR.
Donc elle comprend que quelqu'un a usurpé son identité pour envoyer une fausse facture au client. Quel est le principal problème dans cette situation? Est-ce que c'est parce que le client a reçu une facture frauduleuse qui imite Webius Rabilius? Est-ce que c'est parce que Stripe n'est pas assez moderne? Est-ce que c'est parce que le client a payé trop vite? Ou est-ce que c'est parce que le RIB du client n'était pas à jour? La première, effectivement, c'est parce que le client a reçu une facture frauduleuse qui imite l'agence. Alors moi, je suis cliente, je reçois une facture de mon fournisseur, je ne me pose pas de questions, je paye. Si la facture a plus ou moins la même tête, je ne vais pas me casser la tête. Sauf qu'effectivement, le problème, entre guillemets, des agences web, c'est qu'elles annoncent et qu'elles affichent leurs clients. Donc on peut très facilement faire le lien entre l'agence, l'entreprise et les clients. À partir de là, il suffit d'aller trouver de l'information, chercher un petit peu sur Internet pour trouver le client en question, envoyer un mail en disant « Ah ben on a changé d'adresse mail, on a changé de RIB, maintenant notre facture c'est ça, payez-nous ». On peut tenter, j'ai envie de dire, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, au pire, le client ne fera pas attention et puis voilà. Et ça ne coûte rien d'essayer en tant qu'attaquant. Et ils le font beaucoup. Cette technique d'envoyer des fausses factures à des clients en se faisant passer pour l'entreprise, ça marche très bien. Parce que l'information, elle n'est pas difficile à trouver. Une fois qu'on sait le lien entre une entreprise et un client, on va sur typiquement LinkedIn, on regarde tout ce qui est comptable, DAF, ingénieur de paye, des choses comme ça. On envoie des mails et ça marche. J'ai un client comme ça qui a perdu 200 000 euros parce que la comptable avait payé une facture de 200 000 euros alors qu'en fait, ce n'était pas la vraie facture. Et typiquement, ce client-là a porté plainte pour usurpation d'identité. Je n'ai jamais su s'il a récupéré son argent, mais voilà, ça part dans une procédure juridique qui est très lourde et très longue, tout ça parce que quelqu'un a ouvert une fausse facture en fait. C'est ça. C'est ça. Donc avoir une procédure de vérification pour tout changement de coordonnées bancaires, tout changement de données de manière générale, c'est super important parce que ça évite ce genre de situation et malheureusement quand ça marche, on peut avoir beaucoup d'argent qui passe par la fenêtre. Ça peut éviter bien des dépenses. 20h38, ce mercredi ne se finira jamais, la directrice de la clinique qui envoie un mail à Claire et à Elodie en disant « Je vous avais demandé un extrait de mes données de mes patients et vous m'avez envoyé les données d'une autre clinique. Comment c'est possible ?» Et là, les deux cofondatrices vérifient immédiatement ce qu'elles ont envoyé et elles constatent qu'elles ont fait une erreur. Elles se sont trompées en envoyant les données de la clinique. Donc maintenant, par rapport à ce qui est dit par le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, elles ont 72 heures pour prévenir les clients qu'elles ont malheureusement fait fuiter leurs données. Quel est le principal problème? Il y en a beaucoup, mais quel est le principal problème dans cette situation? Est-ce que c'est parce que Claire et Elodie ont mal relu le fichier avant de l'envoyer? Est-ce que c'est parce qu'un manque de cloisonnement a conduit à l'envoi des données d'une autre clinique? Est-ce que c'est parce que le fournisseur d'hébergement a supprimé les backups? Ou est-ce que c'est parce que les patients ont mal rempli leur dossier? Tout à fait, c'est la première. Elles ont mal relu. Ce que je voulais illustrer par rapport à cet exemple-là, c'est qu'en fait, la cyber, c'est très bien, on met beaucoup de choses en place, mais ça n'empêche pas l'erreur. Et ça peut arriver de faire une erreur. Et ça, typiquement, se tromper de fichier, ça arrive et on peut mettre toutes les mesures de sécurité possibles et imaginables. Si on fait une erreur à la fin, on fait une erreur et puis tant pis. En fait, on ne va pas pouvoir tout sécuriser, on ne va pas pouvoir tout cadrer. C'est là où il faut travailler sur l'humain et sensibiliser pour justement éviter ce genre de situation. Mais on ne trouvera pas de solution technique qui empêchera de se tromper de fichier quand on fait un mail. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de violation de données, donc la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc c'est notre agence qui permet de vérifier qu'en théorie le RGPD est bien respecté en France, il vous permet d'avoir 72 heures pour prévenir justement les personnes que vous avez fait fuiter leurs données. Et si vous avez un risque, vous devez les prévenir, vous avez fait fuiter des données. Et si vous avez un risque pour la vie privée des personnes qui sont concernées, vous devez également les notifier. Donc je vous imagine le mail à envoyer à vos clients en leur disant « Bon, on a fait une erreur, malheureusement, c'est ça ». Donc le RGPD, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à protéger justement les données des clients et redonner aux personnes un peu de pouvoir et un peu de contrôle sur leurs données. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les entreprises font avec nos données et quel droit on a par-dessus? Il faut savoir que vous avez le droit en tant que client et de citoyen de pouvoir appeler les entreprises qui ont vos données et leur demander ce qu'ils font avec. Et ils doivent vous répondre en 72 heures. Personne ne répond jamais, mais ils doivent vous répondre en théorie en 72 heures. Et pourquoi est-ce que c'est difficile justement de fournir cette réponse à cette question qui est assez simple? C'est parce qu'en fait, on fait énormément de choses avec les données. Et on ne s'en rend pas compte, et on s'en rend de moins en moins compte parce qu'on fait de plus en plus de choses. Si je prends l'exemple d'Amazon,
Quand on fait une commande sur Amazon, on va avoir le moment où je vais faire mon panier, le moment où je vais faire ma commande. Je vais recevoir un premier mail qui va me dire votre commande a bien été enregistrée, un deuxième pour me dire votre commande est en cours, un troisième pour me dire votre commande est arrivée, un quatrième pour me dire est-ce que vous êtes content de votre commande, un cinquième pour me dire est-ce que vous voulez recommander. Et tout ça, en fait, ce sont ce qu'on appelle des traitements de données. Chaque fois qu'une entreprise fait quelque chose avec une donnée, c'est un traitement. J'envoie un mail, c'est un traitement. Je réponds à un mail, c'est un traitement. J'enregistre une information, c'est un traitement. Et toutes les entreprises doivent avoir un registre des traitements et enregistrer justement tout ce qu'elles font avec les données de leurs clients. Donc typiquement sur ce que je viens de dire pour Amazon, ça voudrait dire qu'il faudra avoir un fichier pour dire on envoie des mails à la commande, un fichier pour dire on envoie des mails qui contiennent le prénom du client, on envoie des mails qui contiennent le nom de la personne, on envoie des mails qui contiennent l'adresse de la personne. Il faudrait démultiplier tous ces traitements-là par rapport à toutes les données qui sont dans ces traitements et enregistrer tout ça. Et dès qu'on fait une modification, il faudra modifier le registre des traitements. Et en fait, ce que nous permet le RGPD, c'est de demander justement un extrait de ce registre des traitements aux entreprises. C'est un travail qui est titanesque, d'autant plus pour les grosses entreprises, parce qu'en fait, avec un mail, on fait beaucoup de choses. Donc c'est plus simple finalement pour des petites structures, parce que c'est beaucoup plus, les process sont plus simples finalement. Mais voilà, en théorie, vous êtes censé avoir cette vue sur, et typiquement, si je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que vous faites avec les adresses mail de vos clients? Parce que là, comme ça, vous êtes capable de me dire, bah oui, je fais ça, ça, ça et ça. C'est une question difficile. Mais vous êtes censé pouvoir y répondre en 72 heures. Et envoyer effectivement l'information à vos clients. Personne n'exerce jamais ce droit parce que personne ne sait qu'on l'a d'ailleurs. Et dans les faits... De la même manière, les entreprises qui ont fait fuiter des données sans le faire exprès, prévenir leurs clients en 72 heures. Moi, j'ai jamais reçu. Ça m'est arrivé une fois de la part d'une grosse compagnie. C'était Free, je crois, qui avait communiqué. Oui, Free ont communiqué, oui. Plus possible, il y avait des données qui avaient été saisies. Et c'est tout. Après, d'autres structures plus petites, qui sans doute c'est déjà arrivé, j'ai jamais reçu de. C'est un peu la faille dans le RGPD, c'est que c'est du déclaratif. Oui, c'est ça. Donc en fait, oui, on sait quand les entreprises veulent bien partager l'information, mais si elles disent rien, bah, en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que ça dépend des données confitées. À toute donnée personnelle, il n'est pas obligatoirement associé un email. Oui. Donc dans ce cas-là, l'information, elle va être faite de manière, on va dire, par rapport aux médias en fait. Il va y avoir une information médiatique. Et toutes les fuites de données qui sont obligatoirement déclarées à la CNIL, et la CNIL tient donc un registre aussi de toutes ces fuites de données. Donc on peut effectivement savoir si nos données ont fuité. Et par exemple, si je prends l'exemple de ce qui s'appelle aujourd'hui France Travail, qui a fait fuiter des données datant des années avant 2000, avant 2006, c'est clair que ces données ont fuité, elles sont dans la nature, elles sont certainement sur le dark web, mais aujourd'hui, à part faire de la communication médiatique, il n'y a aucun moyen d'informer tous les demandeurs d'emploi des années 2006, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'emails qu'actuellement, etc. À part faire de la communication médiatique, à part dire la nature des données confitées auprès de la CNIL, c'est difficile de faire plus. Voilà. Je vais quand même compléter sur la propriété des données. La propriété des données, elle est toujours au client. Donc dans votre exemple, vous êtes l'agence web, vous mettez à disposition, vous avez une responsabilité, mais les données qui sont chargées dans cette solution, ça reste le client qui est propriétaire. Donc si vous vous faites fuiter, vous informez votre client que vous avez fuité, ce que vous avez expliqué, et c'est au client à décrire que les données qu'il gère au travers de votre système ont fuité. Une société de développement de logiciels, une agence web n'est jamais propriétaire des données de ses clients. Elle n'est propriétaire que des données gérées par ses clients sur les systèmes qu'elle a développés. Elle est propriétaire par contre des données qui lui servent à son CRM, à sa facturation, etc. Voilà. Effectivement, parce que dans ce cas-là, l'agence est sous-traitante de la clinique. Et ensuite, c'est un problème de sous-traitance, du coup, à régler entre la clinique et l'agence, mais auprès de la clinique, c'est bien la clinique qui doit malheureusement prévenir. Et une déclaration qui n'est pas faite sous les 72 heures, elle peut avoir des conséquences assez importantes en matière d'amende. En fait,
crois que ça peut aller jusqu'à 4 ou 5% Ouais, du c'est chiffre 4% d'affaires. du chiffre d'affaires. Alors ça c'est le maximum, ça peut aller jusqu'à 4. Dans les faits, ils mettent des amendes très élevées pour les gros, pour montrer qu'ils tapent du poing et qu'ils traitent le sujet. Donc voilà, il y a eu Google qui a eu une amende il n'y a pas très longtemps. Bon, bien évidemment, ils ne vont pas mettre une amende de 4% de chiffre d'affaires pour une agence web. Ils adaptent aussi. C'est quoi le risque là pour l'entreprise qui fait la déclaration client? Est-ce qu'ils peuvent creuser suite à la déclaration de savoir si on a mis tous les moyens en œuvre Ouais. pour protéger? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière En fait, l'idée de la déclaration, c'est aussi pour que la CNIL puisse aller vérifier et voir que est-ce que l'entreprise ou pas avait bien mis en place tout ce qu'il fallait faire pour le RGPD, pour respecter la loi. Et effectivement, si vous ne respectez pas la loi, c'est là où vous avez une amende si vous n'avez pas mis assez de mesures en place pour protéger les données. Et dans ce cas-là, effectivement, de sous-traitance, la CNIL irait voir la clinique, mais la clinique irait voir l'agence, puisque effectivement, dans le cas de la sous-traitance, on considère que moi je travaille avec des sous-traitants et donc ils doivent se soumettre aussi à mon niveau d'exigence au niveau de la sécurité. Donc si je fais appel à un sous-traitant qui en fait est moins sécurisé que moi, finalement ça ouvre une porte ouverte en fait sur mon SI. Alors moi je me casse la tête à protéger mes données, mais en fait mon sous-traitant il fait rien derrière. Du coup ça marche pas bien. D'où l'importance d'avoir des contrats. Et de demander aussi. Et de demander et d'auditer. Il y a des audits en interne par Ouais. rapport à la solution qui est proposée. Tout à fait, ouais. Et il y avait un volet dans le RGPD, alors je ne sais pas s'il est mis en œuvre aujourd'hui, en tout cas jusqu'à quel niveau il devait aller, mais il était prévu qu'il y ait des agents, enfin des sociétés indépendantes qui soient labellisées pour aller faire des contrôles dans les entreprises, Oui, comme à une époque, des sociétés pouvaient déléguer, par exemple pour l'usage de certaines licences, par exemple Microsoft pouvait faire aller des personnes qui faisaient un audit des licences qui étaient utilisées. Si ça ne correspondait pas au contrat, à ce moment-là, il pouvait y avoir des amendes. Et pour le RGPD, il y avait une volonté européenne de créer un label, de mettre en place ce genre de contrôle. Mais pour l'instant, je ne sais pas si ça a été vraiment activé, parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. En ce moment, on va dire que c'est compliqué politiquement, surtout vis-à-vis des entreprises. Donc d'ajouter ce nouveau, d'aller contrôler en préventif, je ne suis pas sûr que ça a été vraiment mis en application. Uniquement si vous collectez de la donnée personnelle. Voilà. Je vais accélérer un petit peu, mais c'était la dernière, donc ça devrait aller. Finalement, avec tout ça, quel est le lien entre la cybersécurité et un business florissant? On a 4 impacts qu'on a vus tout au long de toutes ces situations-là. Un impact opérationnel, si finalement je n'assure pas la résilience et la continuité d'activité de mes services, j'ai plus de partie numérique, donc je ne peux plus faire de business. Je peux avoir de l'arrêt de mon activité, je peux avoir du blocage auprès de mes collaborateurs, je peux avoir une perte de productivité parce que je perds du temps à comprendre ce qui se passe pour pouvoir avancer. Je peux avoir un impact sur mon image, des clients qui vont douter de ma fiabilité, un risque de bouche à oreille négatif. Typiquement, cette agence, ils font fuiter des données, je ne vais pas aller chez eux. Justement, il y a une différence entre l'agence qui fait fuiter les données ou l'agence qui se fait attaquer. L'agence qui se fait attaquer, on va lui dire, vous n'avez peut-être pas mis assez de mesures pour protéger, mais elle, là, en l'occurrence, celle qui a fait fuiter les données, en termes de bad buzz, je pense que... Effectivement. Donc déclarer ensuite, par la suite, qu'on a fait fuiter les données, c'est encore mettre un coup dans le... C'est ça. Et en même temps, par rapport à l'image, j'aime bien prendre l'exemple de Free parce qu'il est très parlant. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il y a eu une cyberattaque chez Free et qu'il y a des données qui ont fuité. Est-ce qu'ils ont eu un impact opérationnel? Est-ce qu'ils ont perdu des clients à cause de ça? Et est-ce que vous, en tant que potentiel client, vous vous diriez, en fait, je ne vais plus chez Free parce qu'ils ne sécurisent pas les données? Parce que ce qui n'est pas plus important, c'est le fait que ce soit pas cher. En fait, c'est pas cher et le service fonctionne. Donc en fait, ok, la cyber, j'entends, il y a eu une cyberattaque, mais est-ce que pour autant, on va vraiment se détourner de cette entreprise à cause de ça? Il y a des personnes effectivement qui vont se dire non, j'irai plus, et puis d'autres qui en fait c'est pas cher, je vais pas me poser de questions. Donc il y a aussi cette partie à mitiger sur l'image. Oui, on peut avoir un bad buzz et en même temps, Free c'est une grosse boîte aussi, donc c'est plus facile. Mais je pense que l'impact il aurait été différent si Free avait fuité des données sans faire exprès que la cyberattaque.
Et en même temps, ils racontent l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Oui, Donc, et en plus, après, je pense qu'ils n'ont pas fait exprès, mais on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Ensuite, un impact juridique. Tout le monde aujourd'hui est soumis au RGPD parce que vous utilisez forcément des données personnelles de vos clients, à un minima du nom et du prénom. Donc à partir de là, vous devez effectivement respecter tout ce qui est imposé par le RGPD. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être très lourd, ça peut être pénible. Des entreprises 100% conformes au RGPD, j'en connais pas aujourd'hui, parce que c'est très difficile en fait dans les faits à mettre en œuvre. Maintenant, l'objectif c'est de tendre justement vers ça. Si vous ne serez pas parfaitement conforme au RGPD, c'est pas bien la fin du monde, mais au moins essayez d'aller dans cette direction pour vous protéger contre les amendes. Parce que finalement, la finalité derrière, c'est ça. C'est que si vous ne mettez pas en œuvre les actions, votre amende sera plus élevée. Et vous avez aussi une responsabilité contractuelle par rapport à vos clients. Vous pouvez aujourd'hui être sous-traitant, vous pouvez être aujourd'hui co-traitant par rapport à vos clients ou par rapport à des partenaires, et donc vous avez des obligations mutuelles. Et bien évidemment, un impact financier. Une infrastructure numérique qui ne fonctionne plus, ça peut aussi dire je dois racheter des licences, je dois engager des coûts que je n'avais pas prévus. Ça peut être aussi une perte directe de chiffre d'affaires. Mon appli ne marche plus, mon service ne marche plus, je ne fais plus de chiffre d'affaires. Ça peut être aussi les fraudes, une facture qui a été payée par quelqu'un d'autre, enfin qui a été payée à quelqu'un d'autre, du coup, comment est-ce que je fais pour récupérer les sous? Et bien évidemment, les surcoûts qui vont être liés à la gestion de la crise. Pour tout ça, on a l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est notre organisme étatique qui nous permet de pousser justement les bonnes pratiques cyber en France, qui a fourni un guide d'hygiène informatique, qui est un guide qui comprend 42 mesures que vous pouvez mettre en place pour justement vous assurer d'avoir un niveau de sécurité au sein de votre entreprise qui est correct. 42 mesures, ça peut paraître beaucoup, mais c'est parce qu'en fait elles sont découpées en tous ces chapitres-là. Vous avez une partie sur la sensibilisation et la formation. Comme on l'a vu, le phishing, d'un point de vue technique, on peut se protéger contre le phishing, mais le meilleur moyen, c'est quand même d'être vigilant. Donc effectivement, sensibiliser. Connaître son système d'information, c'est important de savoir finalement qu'est-ce que vous utilisez au sein de votre entreprise d'un point de vue numérique. Et à partir de là, comment est-ce que vous sécurisez ces briques-là? Typiquement, ce que je montrais tout au début, je sais que j'utilise WordPress, je sais que j'utilise OVH. Qu'est-ce que je fais sur WordPress et OVH pour m'assurer que tout va bien? Ensuite, l'authentification et le contrôle des accès. Avoir un mot de passe complexe, c'est pénible, mais ça protège. Avoir de la double authentification, c'est pénible, mais ça protège aussi. Après, bien évidemment, c'est à vous de voir est-ce que ça vaut le coup d'aller jusque-là ou pas. Sécuriser les postes de travail, j'en ai pas beaucoup parlé, mais votre ordinateur doit être protégé par un mot de passe, parce que si vous le perdez, finalement, la personne qui le récupérera pourra utiliser toutes les données qui sont dessus. Donc, protéger effectivement l'accès sur votre poste. Sécuriser le réseau. Les Wi-Fi publics, je l'ai dit, c'est pas la fin du monde, mais il faut l'utiliser intelligemment et en étant protégé, notamment en utilisant des VPN. Sécuriser l'administration. L'administration au sens propre du terme, vous pouvez aussi avoir des accès typiquement sur l'agence web qui permettent de modifier complètement un site. Est-ce que tout le monde dans l'entreprise a besoin d'avoir ces droits-là? Donc vous vérifiez justement qui a des comptes à privilèges, qui n'en a pas. Gérer le nomadisme. Aujourd'hui, de plus en plus, on travaille de manière complètement déconnectée et éclatée. Qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez dans le train? Qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez à l'aéroport? Qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez en dehors de votre espace de travail classique? Maintenir votre système d'information à jour. Comme je disais par rapport aux antivirus, l'antivirus qui n'est pas à jour ne sert à rien. Et enfin, une partie sur la supervision, l'audit et la réaction. Une fois qu'il y a eu un problème, comment est-ce que je fais pour réagir rapidement? Comment est-ce que je fais pour trouver l'information rapidement? Donc avec la journalisation. Et qu'est-ce que je fais pour réagir? Comment je fais pour remonter mon système? Bien sûr, toutes ces mesures du coup sont bien décrites dans le guide d'hygiène de l'ANSSI, mais encore une fois, ça fait beaucoup. On peut faire simple. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer tout de suite. Ce que j'aime bien dire à mes clients aussi, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, vous ne faites rien, donc que vous continuez à faire rien, c'est pas grave. Donc, piochez dans toutes ces mesures-là, qu'est-ce qui vous semble intéressant, qu'est-ce qui vous semble faisable par rapport à votre activité. Généralement, on commence par mettre en place une organisation qui est solide. Ensuite, on choisit des technologies qui nous protègent et après, on sensibilise l'humain. Donc à partir de là, en termes d'organisation, typiquement pour l'histoire des factures frauduleuses, juste dire à votre client, en fait, je ne vous enverrai jamais de nouvelles factures comme ça. Si je change de coordonnées bancaires, je vous appellerai ou on fera un truc un peu plus carré. Juste dire ça, en fait, c'est déjà de la cyber. Mettre en place aussi, avoir un bon mot de passe,
savoir que je ne me connecte pas dans les Wi-Fi publics et que je vais plutôt utiliser la connexion de mon téléphone. Tout ça, c'est une question d'organisation. Et ça permet déjà de mettre une première couche de sécurité. Ensuite, si vous êtes un petit peu plus mature, vous pouvez commencer à réfléchir à des technologies. Acheter des outils qui, par exemple, vous permettraient d'avoir des solutions d'anti-phishing sur vos PC. Ça peut être aussi une façon. Choisir un antivirus, gratuit ou pas, c'est à vous de voir, mais choisir un antivirus. Ça peut être des choses qui vont vous protéger techniquement contre effectivement des cyberattaques. Et ensuite, sensibiliser l'humain. Le phishing, c'est de l'humain. Ne pas savoir réagir et être dans l'urgence, c'est de l'humain aussi. Vous devez travailler là-dessus. Ça coûte rien et ça prend juste un petit peu de temps. Donc on peut faire simple. Pour terminer, je vous donne quelques contacts utiles qui peuvent être intéressants pour vous. Cybermalveillance, qui va être pareil, un organe étatique qui va permettre d'assister et de prévenir sur la sécurité numérique. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement ou de ressources adaptées, vous pouvez les contacter. Ils sauront vous orienter. Il y a plein de ressources gratuites aussi qui sont à dispo sur leur site. Vous avez Cyberréponse, qui est un petit peu votre pompier dans la région. Niveau cyber, si vous avez un problème au niveau de la cyber, si vous avez votre site qui fait des choses bizarres, vous avez des trucs bizarres qui se passent sur votre ordinateur, vous pouvez les appeler et c'est eux qui vont vous aider justement à régler le problème. Et il me semble qu'ils ont une règle, ils répondent dans les 2 heures. C'est quand même plutôt pas mal en termes de réaction. Et donc c'est poussé également par l'ANSSI et c'est géré au niveau de la région. Donc il y en a dans toutes les régions et nous c'est Cyberréponse. Et enfin vous avez Mon Aide Cyber qui pareil est une initiative lancée par l'ANSSI qui permet de faire des diagnostics cyber gratuits. Vous êtes accompagné par des personnes, je fais partie de cette initiative-là. On est bénévole. Et on accompagne les entreprises qui font la demande pendant 1h30. On regarde avec eux, on fait un petit questionnaire pour comprendre ce qui se passe au sein de leur entreprise. Et à la fin, ça donne un petit plan d'action qui vous permet déjà de savoir dans quelle direction aller. Et encore une fois, petit plan d'action simple et actionnable, normalement dans les 6 mois après le diagnostic. Donc c'est gratuit et c'est un geste citoyen qui a été poussé par l'ANSSI pour améliorer la cybersécurité. J'en ai fini avec du retard. Merci pour votre attention. Et puis je vous écoute pour les questions. Juste, j'ajoute qu'au niveau local, vous pouvez aussi aller à la gendarmerie qui vous aiguillera parce qu'il y a une cellule spécialisée qu'on a déjà eu l'occasion, dans le cas des petits déjeuners, de faire venir en fait. D'accord. Avec des démonstrations d'attaque. Ouais. C'est un bon réflexe aussi d'aller à la gendarmerie. On va avoir une approche différente. Mais c'est un bon réflexe aussi à avoir. Oui. Il y a des questions par rapport à l'intervention, des remarques, des interrogations. Des remarques, on n'a pas fait de focus sur l'utilisation des PC perso des alternants. Non, il y avait trop de choses à dire. Mais effectivement, oui. Oui. Il y aurait eu des choses à dire aussi. Effectivement, pareil, le Google Drive, c'est pas forcément un sujet en soi, c'est plutôt comment est-ce qu'on le sécurise. Je peux entendre qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir un serveur de fichiers, ça dépend du type de données. Ça peut être, ça dépend de ce que vous en faites en fait et des données que vous mettez dessus. Si vous avez envie, Google a une partie professionnelle, vous pouvez très bien faire appel aussi à Google Workspace, c'est possible, mais je peux entendre quand on démarre une entreprise qu'on va sur Google Drive, c'est facile, c'est bien l'arborescent, enfin l'arborescent c'est bien, enfin je peux l'entendre. Maintenant, ok, si on doit travailler à partir de là, mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger? Et qu'est-ce qu'on fait pour protéger correctement? Et ensuite avoir effectivement la nature des données qui sont dessus. Et l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur l'agence, Ouais. la start-up type qui fait son activité avec tous ces outils-là, moi je le vois même parmi les utilisateurs qu'on a ici dans la structure, c'est peut-être 90% des structurations qui sont faites à peu près comme ça. Adobe, OPH, Stripe, WordPress, Google Drive. C'est pas très souverain, on peut dire ce qui est. Oui, bien sûr. On est d'accord. On est bien d'accord. Dans la réalité, moi, franchement, toutes les boîtes que je fréquente, oui, c'est elles ça. sont structurées de cette manière-là. En fait, effectivement, j'ai pas fait de focus dessus parce que je trouve qu'on est trop radical par rapport à ça. Oui, dans les faits, c'est pas top d'utiliser Google Drive. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et parce que c'est américain, et parce que c'est pas un outil qui est fait pour gérer des données professionnelles. Mais maintenant, quand on démarre une activité,
je peux comprendre qu'on aille dans cette direction et je préfère me dire, on fait avec ce qu'on a tout de suite et on essaye d'améliorer par rapport à ce qu'on a, plutôt que de dire, en fait, il faut arrêter complètement et puis acheter un outil, acheter un serveur de fichiers qui va vous coûter une blinde. C'est un parti pris, parce qu'en fait, les personnes, quand on leur dit ça, elles ne font pas, de toute façon. Donc, autant corriger ce qui est déjà mis en place et aider ce qu'on peut avec ce qu'on a, plutôt que de dire, aller vers la meilleure des pratiques qui vous coûtera cher, que vous ne comprenez pas d'ailleurs pourquoi vous devez aller vers là, parce qu'en fait, Google Drive, ça marche en soi. Et la problématique des dirigeants, généralement, c'est qu'est-ce qui fonctionne. Et là, tout de suite, moi, mon Google Drive marche bien, ça fonctionne. Donc, en fait, je ne peux pas aller voir une entreprise et leur dire, arrêtez de faire ça, parce que je sais, c'est choquant. Mais ça me choque parce qu'il y a des acteurs européens ou bien sûr. Français. Et si on peut aller... Ouais. Qui ne sont pas soumis au cloud américain. Bien sûr. Parce que oui. Les conditions générales de limitation des services de Google, c'est on leur donne je sais. avis, Je sais bien. Modification, vente de données, donc pour une entreprise, je trouve ça... Je sais bien. Et bien évidemment, on va essayer d'aller vers déjà des outils français et au minimum, au moins européens. Mais si l'entreprise n'a pas envie de migrer parce que c'est comme ça qu'on travaille et on a démarré comme ça et qu'en fait on ne va pas changer parce qu'on n'en a pas envie, ce qui arrive beaucoup, très bien, faisons avec ce qu'on peut. Mais effectivement, on va bien évidemment proposer des alternatives, mais généralement les personnes ne sont pas prêtes à changer tout de suite. Ces outils sont très efficaces pour démarrer une activité. Oui, quand on est une start-up, pour démarrer, ces outils qui sont très faciles à prendre en main, très efficaces. Après, effectivement, par contre, il faut savoir ce qu'on donne. Oui, et pareil pour les PC personnels, c'est pas possible aussi. Mais bon. Pour avoir quelque chose qui frappe, tout ce qui est gratuit, c'est vos données qui payent. Donc, et du coup, à partir du moment où vous manipulez des données de vos clients, tout à l'heure il y avait un exemple de développement, on a eu besoin de récupérer des données, etc. Si vous les mettez dans un Google Drive, en fait, elles sont soumises à l'article américain et elles peuvent être exploitées, utilisées indirectement par les États-Unis pour envoyer des spams ou des choses comme ça. Donc, tout ce qui est gratuit, c'est vous qui payez. En fait. Il faut le savoir et utiliser tout ça en connaissance de cause. En fait, la clé, elle est là. Oui, personnellement, avec mon œil cyber, bien sûr, le Google Drive, ça me fait mal. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais quand je suis face à une entreprise qui me dit « oui, mais en fait, on ne va pas changer parce que c'est trop compliqué, on a d'autres préoccupations », je peux l'entendre. C'est terrible, mais je peux l'entendre. Et quand bien même je leur proposerais de faire une migration de tout leur SI, je ne le ferai pas. Donc il faut trouver d'autres moyens d'accompagner aussi sur ce type de problématique. Même si la solution, ce serait d'avoir des vrais acteurs et français et européens et des vraies alternatives. On y va de plus en plus, mais c'est encore trop lent. C'est encore trop lent. Après, c'est les contrats des clients qui peuvent réguler en fait. Que le client soit exigeant sur ça, le sujet. Oui. Après, oui, il faut savoir que demain, on utilise Stripe, on utilise... Pardon ? Quand votre entreprise est rentonnée, je pense que vous mettez la clé sous la porte. Aujourd'hui, une entreprise qui est rançonnée, vous s'appliquez à ses données chiffrées, je pense que dans la majorité des cas, il y a un impact, comme vous avez dit, il y a un impact sur l'image, un impact sur les clients. Et quand il y en a qui se redressent, parce que si toute la prod, toute la base client est chiffrée, vous ne redressez pas d'une cyberattaque. Non, si vous n'avez pas prévu de plan de reprise d'activité et pas mis en place un système de sauvegarde, donc d'avoir une approche, on va dire, pragmatique et professionnelle, tel que ça peut être évoqué, c'est clair que vous ne vous en remettez pas. Mais là aussi, Madame a expliqué qu'il y avait des gens qui pouvaient venir vous accompagner pendant 1h30 pour vous donner les grands principes. Après, vous avez des sociétés de consultants qui le font aussi, d'une manière beaucoup plus sous forme d'audit et qui vous donnent des éléments et qui vont même jusqu'à simuler des attaques pour pouvoir montrer là où sont les failles d'un système d'information complexe en fait. Une petite agence où il y avait 2-3 personnes, 4 personnes, je ne sais plus le nombre qui était cité, c'est effectivement moins risqué d'être ça dépend de la clientèle qu'elle a, mais une société, pour l'exemple qui a été pris aujourd'hui, une structure qui mettrait des données médicales dans une société comme cela, en tant que client, c'est pas raisonnable non plus. Après, effectivement, dans l'exemple, là, au niveau du Google Drive, tout ce qu'on a, entre guillemets, comme données,
Ce ne sont pas les données médicales du coup parce qu'elles sont sur OVH, mais ce sont les données, le devis, les fiches clients, enfin les informations par rapport aux clients, les images, les photos qui ont été générées pour le site, mais on est vraiment sur ces données-là, mais pas effectivement sur les données qui sont stockées sur les sites, parce que ça c'est OVH. Après, il y a des entreprises qui communiquent plutôt sur le fait qu'ils utilisent des outils souverains. Oui. Et derrière, ça se traduit plutôt sur la facture. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, à savoir, les gens, ils sont pas partis de chez Free parce qu'ils cherchent le prix aussi. Bien sûr. Donc, il peut y avoir des entreprises qui proposent des alternatives, mais ça va être plus cher. Et puis, le client final, il va chercher bien le prix, sûr. encore une fois. Comme les autres services, ça a un coût. Tout à fait. C'est aussi la valeur de l'entreprise, parce que, comme je disais tout à l'heure, si on se fait rançonner, Bien sûr. Bien sûr, oui. Voilà, c'est comme une assurance. Tout à fait, oui. C'est le jour où on en a besoin. Et juste le dernier point que tu n'as peut-être pas évoqué, c'est les données qu'on rentre dans l'IA. Oui. Si on peut finir avec ça. Bien sûr, on peut finir avec ça. On aura peut-être il faut considérer les IA comme des boîtes noires aujourd'hui. On ne sait pas, même si on le sait bien. Officiellement, on ne sait pas ce qui se passe avec les données qui sont poussées sur des outils IA. Donc, dans le doute, pareil, soyons suspicieux. Anonymiser les données. Je peux comprendre que vous ayez besoin. Typiquement, ça peut m'arriver, moi, d'avoir beaucoup de documents à lire et ça me va bien quand mon IA me fait mon petit résumé. Anonymiser, enlever le nom des clients, enlever le nom des lieux, enlever tout ce qui pourrait justement rattacher les wagons dans les informations, parce que derrière, ce qui se passera dans quelques années, quand les données seront réutilisées ailleurs pour faire autre chose, on se retrouvera avec ce qu'on a à la situation actuelle, en fait, avec les appels pour les panneaux solaires, etc. C'est ce qui se passera, en fait, c'est qu'on utilisera les données qu'on est en train de pousser sur l'outil contre nous ou contre les clients, justement, dont on aura fait pousser les données. Donc, ce que je peux conseiller, effectivement, c'est d'anonymiser, enlever toute information qui permet de lier, justement, l'information que vous êtes en train de pousser à un client spécifique, ce qui peut être long, du coup, donc parfois ça va plus vite d'analyser le document directement soi-même. Et faire attention. Après, oui, il y a des IA françaises. Il vaut mieux aller vers de l'IA française ou européenne. Mais ça reste une boîte noire. Et tant qu'on n'en sait pas plus, dans le doute, on ne fait pas. Alors, pour compléter, ce qui est en train de se passer, c'est que sur les réunions qu'on peut organiser avec des systèmes de réunion, aujourd'hui, ils ont tous développé des systèmes d'IA qui collectent la parole, qui la transforment, qui vous font des résumés. Il faut, au minimum, quand vous mettez en place une réunion comme cela, soit c'est vous qui êtes l'acteur et il ne faut pas l'activer par défaut, il faut proposer au client s'il est d'accord, et vice-versa. Et pas hésiter à dire non, parce que vos données aujourd'hui, ce qui est dit dans une réunion, surtout si elle a vocation à être stratégique, ça n'a pas à être diffusé sur ce genre de système. Mais, juste toutes vos questions, toutes vos questions, elles sont gardées aujourd'hui. Toutes les questions qui sont posées, elles sont gardées. Voilà. Et toutes les réponses qui sont faites aujourd'hui, comme ils ont remarqué, le coût de l'IA est très cher, donc comme ils ont remarqué que la plupart des gens du monde posent à peu près les mêmes questions, finalement ils ont mis en place un système qui fait que les réponses sont conservées aussi, pour éviter de réinterroger le moteur aujourd'hui. Et la version d'après, elle s'alimente de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Très bien. On te remercie, Gloria, pour cette conférence, tous ces tips qui ont été donnés. Si vous le souhaitez, on pourra vous transmettre la présentation. Merci à l'IREC ce matin. On va conclure cette matinée et vous donner rendez-vous le mois prochain. On n'a pas encore la thématique, mais ça viendra très rapidement.